Au menu ce soir, début de semaine chaotique pour le dossier santé numérique après un week-end quand même moins pire que prévu. Imposer davantage les plus riches, Ruba Gazal va être avec nous pour nous expliquer l'engagement de son parti qui a fait pas mal jaser en fin de semaine. Et éclosion de hantavirus et bien place à la quarantaine pour les 9 Canadiens qui ont séjourné sur le bateau. Il est 22h, je m'appelle Michel Bérère et eux, ce sont les débatteurs. Autour de la table en ce lundi, on retrouve Alain, Maude, Saint-Ève et François. Bonsoir à vous quatre. Beau week-end, François? Oui. Super beau week-end. J'étais dans le Grand Nord. Je sais que tu veux aller, mais... On va y aller tantôt. Restez avec nous. On va parler de ce qui est arrivé en fin de semaine. Mais avant les mots de l'actualité, Maude et Alain. Maude, tentacules. Oui, tentacules, parce que l'enquête dont fait l'objet Patrick Bruel a étendu ses tentacules jusqu'au Québec. Hein? C'est fait par Mediapart, c'est un site d'information français. Et en fait, il y a une journaliste québécoise qui affirme avoir été embrassée de force, qui a porté plainte au SPVM. Elle dit qu'elle a porté plainte au SPVM. Ça remonte à 2017. Ça a sorti aujourd'hui. Et donc, ça porte en tout à 30 personnes, 30 femmes depuis 1990, donc 15 récemment, qui accusent le chanteur d'agression sexuelle. Il y a eu 3 enquêtes en ce moment en Europe. On ne sait pas ce qui va se passer avec ça. Et sa tournée se poursuit. Lui, évidemment, il nie tout, là. Puis sa tournée se poursuit, dont 2 spectacles bientôt au Québec. À suivre comme dossier judiciaire maintenant. Alain, malaise. Malaise, Stephen Guilbeault, l'ancien ministre Justin Trudeau, là, qui était extrêmement critique face au gouvernement de Mark Carney, les assouplissements pour faire accélérer les grands projets. Il a même été dire qu'il avait été beaucoup plus loin que Stephen Harper. C'était pire que ce que Stephen Harper avait fait. Oui. Donc, combien il lui reste de temps avec le Parti libéral, alors qu'il laisse sous-entendre que à la limite, Stephen Harper était meilleur au niveau environnemental que le gouvernement libéral de Mark Carney. Alors toi, tu comptes, tu lui mets une échéance? Pas beaucoup de jours avec les libéraux. À suivre ça aussi sur le plan politique. Maintenant, ça n'a pas été la catastrophe que certains redoutaient. Le déploiement du dossier santé numérique s'est fait sans bug majeur cette fin de semaine. Mais le vrai test, c'était en fait aujourd'hui, alors qu'il y avait beaucoup plus d'employés au travail et la matinée a été pas mal mouvementée en raison de problèmes de connexion. Reportage, Lily Mercure. Le bilan du déploiement du dossier de santé numérique durant la fin de semaine est somme toute positif dans les 2 CIUS qui agissent en tant que cobayes. Il y a beaucoup plus de commentaires positifs. Exemple, je reprends le même exemple du préposé, d'avoir tous ces patients, la liste des patients, la liste des besoins, pas avoir à aller au poste, à faire des allers-retours pour poser des questions à l'infirmière. Samedi et dimanche, il y a eu environ 2000 billets par jour, soit des signalements pour des problèmes de toutes sortes. Mais Santé Québec s'attendait à recevoir environ 6000 billets lundi en raison de l'augmentation des activités. Cet employé du CIUS du nord de l'île de Montréal nous confie sous le couvert de l'anonymat pour éviter les représailles avoir eu beaucoup de difficultés ce matin. Ce matin, pour ouvrir l'application, c'était long, de la difficulté à se brancher. Et ben oui, on a été capable, mais là, c'est toujours la même histoire. Hein? C'est une grosse base de données, mais on n'est pas capable de naviguer dedans parce qu'on ne comprend pas. Au CIUS de la Mauricie du centre du Québec, une panne a causé des problèmes de connexion durant 2 heures ce matin, rapporte la section locale du syndicat des professionnels en soins. Il y a eu quand même des bugs majeurs, ce qui a fait en sorte que les blocs opératoires ont commencé plus tard, ce qui a fait en sorte aussi qu'il y a des patients qui pouvaient pas recevoir des narcotiques comme de la morphine pour la douleur. Ceci étant dit, mon discours n'est pas pour alarmer la population, loin de là. Il y a toujours des alternatives de si quelqu'un va pas bien, on va prendre un papier, mais c'est d'expliquer un peu toute l'arrimage et la surcharge que ça peut causer aussi pour nos équipes. Pour sa part, la PDG du CIUS assure que tous les soins ont été prodigués. Au moment du démarrage avec ce lundi matin, on avait, dans le fond, on parle du plan de réduction des activités, on avait mis certains délais entre chaque intervention pour permettre aux gens de s'approprier le système. Est-ce que le retard qui a été nommé est en lien avec ça ou non? C'est autre chose. Fait que, puis, je tiens vraiment à rassurer que
l'administration des médicaments, système ou non, lorsque c'était requis, puis pour assurer, dans le fond, le confort, la sécurité des gens, ça a été fait. Ce matin, près de 520 employés étaient attendus au centre de commandement et ça devrait rester comme ça encore 3 ou 4 semaines, histoire de s'assurer que le système soit stable et de veiller à ce que toutes les opérations fonctionnent normalement. À Montréal, Élie Mercure, pour Nouveau Info. Bon, commentaire là-dessus. Il y a eu, bien sûr, on l'a entendu, un plan de réduction mode des activités. Ça ne peut pas avoir autre chose qu'un minimum d'impact là, sur les patients. De moi, ce que j'ai lu aujourd'hui par rapport au témoignage de ça, c'est que ça a eu un impact dans les délais d'administration de certains médicaments. Puis là, on a un sacré problème. Il y a peut-être des médicaments que ça ne dérange pas, mais des médicaments comme certains antibiotiques ou certains médicaments d'oncologie ou des anticoagulants ou des antidouleurs, moi, ça me dérange si le bug n'est pas juste informatique ou administratif puis qu'il devient un bug clinique. Là, on a un problème. Jacinthe, comment tu trouves la gestion de l'implantation du système jusqu'à présent? Bien, on a eu une fin de semaine qui s'est très bien déroulée. On savait qu'il y aurait un afflux de demandes, un plus grand volume aujourd'hui. Donc, on était déjà préparés à intervenir. Donc, moi, je trouve que les équipes se sont très bien débrouillées. Et il y avait vraiment une équipe en place là, pour s'assurer de corriger les bugs. Les délais, bien, il faut s'assurer, il faut comprendre aussi que est-ce qu'on compare avec une situation précédente où il n'y avait jamais d'erreur, où il n'y avait jamais de délai? Je pense pas que c'est le cas. Donc, oui, il y a peut-être des délais. Avec quoi on compare? OK. C'est intéressant, ça. Tu nous disais, toi, qu'il aurait fallu reporter d'un mois ou deux. T'es-tu encore de cet avis-là après ce week-end-là? Non, honnêtement, moi, je veux saluer le travail. Je suis parti, on était même dans ce débat-là. Je disais que si on donnait 2-3 mois, peut-être que 2-3 mois, il y a quelques bugs de moins, mais je pense qu'il faut saluer l'équipe, tous les professionnels de la santé qui ont mis les bouchées doubles pour éviter qu'il y ait une catastrophe parce qu'on l'a pas vu. Puis moi, je dirais une autre chose. Santé Québec, leur transparence dans l'information. Moi, là, comme citoyen, là, comme chroniqueur, ça me rassure. D'ailleurs, j'ai entendu tout à l'heure qu'il y aurait des points de presse à tous les jours pour faire une mise à jour. Il faut s'attendre à d'autres problématiques, à d'autres bugs, là, comme on dit. C'est la réponse des bugs qui est importante. Et avoir un délai de 2 heures qui est un problème parce qu'il y a trop de connexions, ça fait partie des implantations logicielles. Il ne faut pas faire de panique avec ça. Puis honnêtement, c'est très bien géré, c'est très bien fait. Ça coûte cher. Parce qu'on parle de 3000 personnes, 520 personnes au poste de commandement, des gens qui regardent les bases de données puis les programmeurs, c'est énorme. Mais dans quelques années, ce sera autre chose. On ose le croire. Maintenant, Québec solidaire, on parlait du week-end, veut taxer davantage les plus fortunés. Le parti propose une taxe annuelle de 1 % à partir de 25 millions de dollars et de 2 % pour les fortunes de plus de 100 millions de dollars. En fait, c'est l'une des mesures que le parti a adoptées ce week-end lors d'un congrès visant à préparer sa plateforme électorale. J'en ai parlé un peu plus tôt avec la porte-parole de Québec solidaire, Ruba Gazal. Ruba Gazal, bonsoir. Bonsoir. On veut bien comprendre votre proposition. Alors, vous ciblez les grandes fortunes. Ce qu'on comprend, c'est que vous prenez la valeur totale de tout ce qu'une personne possède, on enlève les dettes et on calcule 1 %. Par exemple, pour 25 millions de dollars, ce serait 250 000 de cette taxe-là. C'est ce que vous appelez une petite contribution? Oui, parce que une personne, par exemple, qui possède 25 millions de dollars de patrimoine, là, de fortune, ça, on ne touche pas à ça, elle la garde. En haut de 25 millions de dollars, c'est là qu'on va aller chercher de l'argent. 250 000 dollars sur quelqu'un qui a une fortune de 25 millions de dollars, c'est pas beaucoup d'argent. Et même, on va aller taxer les gens qui ont 100 millions de dollars et plus. Là, on va chercher 2 %. Donc, pour ces personnes-là, c'est pas tant que ça par rapport à l'argent qui pourrait être amené dans les coffres de l'État parlons-en. À cause de l'état de nos finances publiques. Vous estimez que ça toucherait 4 000 Québécois à peu près, là, et vous iriez chercher 5 milliards de dollars. Est-ce que ces revenus-là seraient affectés à des dépenses précises? En fait, en ce moment, on a un déficit historique à cause de la mauvaise gestion du gouvernement. Et aussi, on voit l'état de nos services publics, nos écoles, nos hôpitaux. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de choix. Soit on coupe encore, puis on s'en va dans l'austérité, comme le Parti libéral l'a déjà fait. C'est vers ça qu'on s'en va. Soit on augmente les impôts de la classe moyenne. La classe moyenne, en ce moment, là, elle ne peut pas payer plus d'argent. Déjà, avec le coût de l'épicerie, les loyers, l'hypothèque, l'essence, on peut pas lui demander de faire encore d'autres sacrifices puis que les familles se privent encore plus. Il faut aller chercher l'argent quelque part. Fait qu'elle serait affectée à, par exemple, nos écoles. On va arriver aussi avec des propositions, là, puis un cadre financier pour dire des propositions qui vont bénéficier aux Québécois de façon générale. Alors qu'en ce moment, c'est ça, les gens souffrent, il faut les aider, puis c'est une petite contribution. Il y a un écart de
richesse énorme, il faut se le dire. Là. Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui trouvent que c'est pas une bonne idée d'aller donner davantage d'argent au gouvernement parce que, justement, il y en a qui trouvent que l'argent est mal géré? Bien, moi, j'en veux beaucoup à l'État, à tous ceux qui nous ont gouvernés, que ce soit le gouvernement de la CAQ, mais le Parti libéral, le Parti québécois. Ils croyaient pas tant que ça à l'État parce qu'ils n'arrêtaient pas de dire, par exemple, dans le système de santé, il faut mettre plus de privé. Bien, regardez qu'est-ce que ça donne. Ça n'a pas eu un impact positif. Là. Je veux dire, est-ce que ça va bien maintenant dans le système de santé? Pas vraiment. La même chose quand on fait des projets, par exemple, ça clique. Ça coûte une fortune, mais c'est parce qu'il y a eu des entreprises privées qui sont venues là-dedans. Nous, on croit en notre capacité collective de faire des choses, comme on l'a déjà fait dans le passé. Il faut se donner les moyens, puis il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes qui payent. Rapidement, il reste peu de temps. Vous avez dit ça clique. Vous comprenez que ça ne donne pas le goût aux gens de donner plus d'argent au gouvernement quand on parle de ce dossier-là. Est-ce que vous craignez que cette mesure fasse fuir les entrepreneurs, qui vont vous dire que, écoutez, on crée des emplois, on crée de la richesse, nous, comme entrepreneurs? Moi, je suis fille d'entrepreneur et je sais c'est quoi les sacrifices qu'ils font. Mais quand on a 25 millions de dollars de fortune, on est capable de faire sa juste part. Ça peut pas être toujours les mêmes qui payent parce que c'est vers ça qu'on s'en va malheureusement. Il n'y a pas de 36 000 solutions. Hein. L'austérité ou augmenter l'impôt de la classe moyenne. Nous, à Québec solidaire, on choisit de demander une juste part des gens qui ont des fortunes de 25 millions de dollars. Oui, et c'est une des propositions que vous avez adoptées en fin de semaine. Ruba Gazal, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Alors, c'est cette proposition-là qui a donné lieu à une confrontation sur les réseaux sociaux en fin de semaine, François, entre toi et les solidaires. Qu'est-ce qui a accroché? C'est parce que ça a accroché parce qu'on m'a utilisé comme nom. Ça ne dérangera pas les François Lambert de ce monde. T'as pas aimé ça? Bien, parce que, c'est pas de leurs affaires, ils savent pas comment je vaux. Deuxièmement, dans la même phrase, il dit c'est pas grave avec la bouteille de vin qui peut se payer le vendredi soir, il en prendra une de moins. Ben, j'en prends presque plus d'alcool ou plus du tout. Et si j'en prends le vendredi soir, il voudrait peut-être que j'en prenne 8 bouteilles parce que ça s'en va dans les coffres de l'État. Ça t'a amené à dire à tous les Québec solidaires de ce monde, vos gueules, si t'as jamais lancé une entreprise, ta gueule. Oui. Ça a dérangé un peu. Est-ce que tu regrettes ces mots-là ou pas? Non, je les assume complètement parce que je répondais à une attaque personnelle venant de Sol Zanetti. Et après ça, j'ai vu Ruba Gazal qui riait à côté, trouvait ça bien drôle. Et c'était rajouté par Amir Kadir. Donc, s'ils vont pas là, moi, je fais juste commenter, comme on va faire tantôt. Puis qu'on va faire là. Pourquoi tu n'es pas d'accord avec cette idée-là, rapidement? Parce qu'elle dit elle-même la mauvaise gestion de l'État. En ce moment, le gouvernement a trop d'argent. Il dépense sans compter. On ne fait pas attention à l'argent qui rentre dans le gouvernement. Et c'est là que ça accroche dans ma tête parce qu'en donner plus, on en donne déjà plus. Là. On a rajouté un paquet de programmes. On veut rajouter des payages. À un moment donné, le gouvernement en a assez. On veut augmenter les taxes foncières. Ça a sorti aussi en fin de semaine. À un moment donné, la capacité des gens est dépassée. Et il faut commencer à gérer. Puis c'est pas vrai que l'austérité, c'est de la mauvaise gestion. Ça amène quand même, Alain, ça ramène cette question-là. C'est un débat qui mérite d'être fait. Là. Pour moi, le débat, il mérite d'être fait. Je trouve ça malheureux là, que c'était personnalisé. Là. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Et je trouve que peut-être qu'au niveau viral, Québec solidaire est content parce qu'on en parle, mais peut-être pas de la bonne façon. Mais oui, je pense qu'on va faire le débat. Puis je trouve ça intéressant qu'on le fasse même ce soir. On va en faire un tout à l'heure. Ça soulève plusieurs pistes de réflexion, cette idée de taxer davantage les plus riches. Oui, moi, je trouve quand même que collectivement, je suis d'accord avec Alain. Ça n'aurait pas dû être personnalisé envers mon collègue que j'aime beaucoup par ailleurs. Je trouve que ça n'a pas de bon sens que ça ait sorti comme ça. Je trouve que le fait de se poser la question collectivement, est-ce que ça peut être plus juste? Est-ce qu'il peut y avoir une meilleure équité entre les contribuables? Ça, c'est intéressant. Puis c'est quoi la responsabilité? Donc ça, je trouve ça intéressant comme point de vue. T'en penses pas, Jacinthe? Bien, c'est une idée qui nous arrive de l'autre côté de l'Atlantique. Hein? L'ultra-gauche, le parti d'ultra-gauche en France, le parti de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon est proche de Ruba Gazal. On sait qu'ils ont fait une conférence ensemble à Montréal en avril 2025 et ce sont des idées qui sont portées par l'ultra-gauche en France. Donc, je ne suis pas surprise que ça s'en vienne ici. Pour ou contre taxer davantage les plus riches? C'est ça la question du débat de ce soir à 22h30. Oui, on va s'y attaquer. Alors, allez répondre à la question et bien sûr commenter et manquez pas ça dès 22h30. Également, un peu plus tard à l'émission, la fièvre des séries, c'est payant pour bien des commerçants. Les produits à l'effigie du Canadien sont partout. On en parle après la pause. Les partisans des Canadiens savourent encore l'éclatante victoire d'hier. L'engouement autour de l'équipe est loin de s'essouffler. À Montréal, mais aussi ailleurs dans la province, on voit le logo du CH
partout. Avec le prix élevé des billets, les supporters se tournent vers les produits dérivés pour encourager les joueurs et ça génère des revenus considérables. Reportage, Elliott Tremblay. Les Canadiens de Montréal progressent en séries éliminatoires et des chandails, des drapeaux, on en voit partout. Comme vous pouvez voir dans la fenêtre juste là, un chandail des Canadiens, un petit drapeau des Canadiens juste là, un autre gros drapeau des Canadiens juste là et un autre là. Bref, il y en a partout. Évidemment, il y a pas mal plus que juste les chandails et les drapeaux. Si on peut mettre un logo du CH dessus, on va le faire puis on va le vendre. Genre vraiment. Et ça se vend. Pour vous donner une idée, à travers la Ligue nationale de hockey, les produits dérivés génèrent environ 6 milliards de dollars par année. Grosso modo, pour chacune des équipes, ça représente entre 5 à 15 % de tous les revenus. Alors évidemment, dans le cas d'une équipe comme le Canadien de Montréal, on parle de revenus avoisinant les 340 millions de dollars annuellement. Alors c'est un revenu qui est pas énorme, mais c'est un revenu qui permet donc d'arrondir les fins de mois. Les revenus du côté des billets, ça reste évidemment l'incontournable. Mais avec le prix des billets actuel, plusieurs partisans décident de montrer leur soutien à l'équipe en achetant un produit dérivé plutôt qu'un billet. Je suis allé voir dans ce magasin de vêtements de sport du centre-ville de Montréal ce qui se vendait le plus. On vend plus les t-shirts et les casquettes. Des jerseys, c'est moins, jusqu'à peut-être la demi-finale ou la finale. C'est là où le monde va être vraiment fou. Les chandails authentiques que les joueurs du Canadien portent sur la glace sont fabriqués à Saint-Hyacinthe. En passant, tous les chandails de la Ligue nationale sont faits à Saint-Hyacinthe. Mais ces chandails-là coûtent environ 625 $. C'est un peu cher, disons-le comme ça. Donc, la majorité des gens se tournent vers des options faites en Indonésie qui coûtent entre 250 et 300 $. On appelle ça la version réplica. OK. C'est la version, tu peux voir, il n'y a pas le logo de la Fanatic en arrière. Okay. Par contre, l'authentique, il a le logo de la Fanatic en arrière, puis il y a la Fighting Strap. Vous en vendez combien par jour environ des chandails du Canadien? S'il joue ici, c'est entre 20 et 30, mais s'il joue à l'extérieur, c'est moins. C'est le chandail de quel joueur que vous vendez le plus? Là, on était pas mal surpris. C'est Dobeš qui a pris la cote par rapport à Caulfield. Bien, c'est sûr que quand l'équipe joue mieux, c'est plus facile de porter le chandail. Puis quand l'équipe joue moins bien, ben, on est peut-être moins pressé à le faire. Il y a 2 ou 3 ans, on les voyait pas, les chandails, évidemment, ou à peu près pas. La performance du tricolore se reflète dans la rue. Quand le Canadien gagne, les drapeaux sortent, les chandails puis les casquettes aussi. Bref, en ce moment, vous auriez même pas besoin de regarder les matchs pour savoir que le Canadien joue du très gros hockey. À Montréal, Elliott Tremblay pour Nouveau Info. C'est vrai, on a juste à regarder dans la rue et ouvrir nos oreilles également. Qui a un chandail du Canadien ici? Oui. Chandail, casquette, truc. C'est pas toute la marchandise officielle qui est accessible à toutes les bourses, hein, Jacinthe? Non, on a vu les prix, là, c'est extraordinaire. 625 $ pour l'officiel. Même la version celle faite en Indonésie, ça me frappe particulièrement. 250 à 300 $ pour un chandail fait en Indonésie. Vous imaginez la marge de profit là-dessus? Quand on a quelques enfants, on ne peut pas en acheter nécessairement pour tout le monde. François, c'est un revenu supplémentaire, ça peut avoir un impact sur les joueurs, selon toi? Bien, écoute, on est l'équipe la plus jeune de la Ligue nationale. Donc, si tu regardes un gardien comme Dobeš, il faut faire apprendre sa prononciation, lui. Dobeš. Mais lui, il gagne juste 965 000. Quand il va renouveler son contrat, là, c'est rien pour un contrat de la Ligue nationale. Il va signer pourquoi? 10-12 millions. Donc, on a besoin, le Canadien a besoin des revenus. Puis Cole Caulfield, il est très jeune. C'est l'équipe la plus jeune. Fait qu'à un moment donné, pour les garder, on sera probablement même pas capable de garder tout le monde s'ils continuent à progresser. T'allais dire? J'ai le plafond salarial oblige. Ils ne pourront pas te les garder quand ils vont encaisser. Est-ce que tu portes régulièrement ton chandail? Est-ce que ça t'amène la fièvre des séries à avoir plus d'effigies du CH? Mercredi passé, j'étais aller voir l'équipe de soccer à Montréal avec Victor, justement, et des débatteurs. Puis j'ai mis mon chandail des Canadiens. Puis pendant que je marchais dans la rue pour me rendre, le monde m'arrêtait. Me disait, hey, on a une grosse game, puis tout, parce que les Canadiens jouent en même temps. Fait que ça crée un engouement, là, clairement. Toi aussi, t'es happé par la fièvre des séries? Ben oui, oui, absolument. Vendredi passé, j'étais dans un bar de Rosemont. C'était très, très festif. Les gens sont tellement investis. Moi, je suis impressionnée. Les gens connaissent le hockey. C'est des vrais fans. Prochain match demain. Notre sondage express en ce lundi, ça porte là-dessus. Est-ce que vous avez, vous aussi, acheté un produit dérivé depuis le début des séries? Allez répondre à la question pendant la pause. On aura les résultats au retour. Et si vous avez des commentaires à partager avec nous, des idées de débat, écrivez-moi. Et vous pouvez également vous rendre sur Crave pour vous
voir ou revoir tous nos reportages, les commentaires de nos débatteurs et bien sûr nos débats. Alors, avez-vous acheté un produit dérivé du Canadien depuis le début des séries? Vous avez répondu oui à 26 % et non à 74 %. On verra si ça ne va pas changer au fil des prochains matchs. L'évacuation des personnes qui se trouvaient sur le bateau de croisière où il y a eu une éclosion de hantavirus est terminée. 9 Canadiens sont présentement en isolement au pays. Aucun ne vient du Québec. C'est une mesure préventive puisqu'il n'aurait pas eu de contact direct avec les patients symptomatiques sur le navire. Depuis le début de cette éclosion, il y a 3 personnes qui sont décédées et 6 autres qui ont été infectées. Mais selon l'Organisation mondiale de la santé, on ne doit pas craindre une nouvelle pandémie. Why we do quarantine or recommend quarantine is because actually people are infectious at the very start of illness. So in the first few days, in the first few moments of illness is when the infectiousness is highest. This is also sometimes when it's a bit difficult to recognize the symptoms because initial symptoms could be mild symptoms. Alors, on veut se faire rassurant. Il ne faut pas céder à la panique, Maude. Ben non, je pense qu'il y a certaines images qui circulent qui sont spectaculaires. Là, on peut être impressionné par ça, mais des hantavirus, il y en a des centaines depuis des années. Puis on est 9 milliards d'humains sur la planète. Alors, il faut comme se calmer. Ouais, moi, je suis pas on disait inquiète. la semaine dernière, hein, ça ramène ça des mauvais souvenirs. Oui, le trauma. Jacinthe Alain, est-ce que vous êtes préoccupé par ce virus? Moi, pas nécessairement. Puis on a eu Alain Vadeboncoeur la semaine passée qui est venu expliquer là, justement les impacts. Puis je trouve que la santé publique fait un bon travail, un peu comme pour Santé Québec. Tantôt, on parlait, ils nous tiennent informés à tous les jours. Fait que non, sincèrement, tout est sous contrôle. Est-ce que ça t'inquiète? Ça m'inquiète pas, mais j'ai un de mes 3 enfants que je n'aimerais pas, là, mais qui est particulièrement inquiet et qui m'a dit, on s'en va-tu vers un autre COVID, maman? Et on voit que chez les enfants, ça a été un traumatisme, cette période-là, de grand confinement, de grand stress pour tout. Alors peut-être ils l'ont vécu oublié différemment. dans notre façon de communiquer cette nouvelle-là. Il faut quand même se tenir au courant, mais c'est ça, il faut faire attention. Pas céder à la panique. Ça te répugne de savoir que ça vient... Je trouve ça un peu dégueu de savoir qu'ils ont attrapé ça parce qu'ils ont été en contact avec des excréments de souris. Puis on voit l'importance quand on voit la salubrité des aliments, tout ça. L'importance, quand on voit des crottes de souris, de faire quelque chose. Oui. On en apprendra certainement davantage sur cet autre virus. Et parlant de virus, il y en a un qui a forcé le report du match décisif de la victoire qui devait avoir lieu ce soir à la Place Belle, à Laval. Plusieurs joueuses de la formation montréalaise sont malades, mais leurs symptômes, là, je vous rassure, n'ont rien à voir avec l'hantavirus. On ne sait pas quand encore la victoire et le Frost du Minnesota vont s'affronter à nouveau. L'équipe qui va remporter en fait le 5e match de la série va se qualifier pour la grande finale. Voilà comme on a vu l'actualité à vos cellulaires, tablettes, place au grand débat. On va parler des riches. Est-ce qu'ils payent assez de taxes? On commence ça dans 30 secondes.